Quarto, intitulé Les mirages de la liberté, clôture 2 années d'une ligne éditoriale dont le désir était porté par l'invitation lancée par Lacan de rejoindre la subjectivité de son époque. Pour clore cette série, nous avons choisi d'interroger le signifiant de la liberté. C'était une gageure parce que cette notion a le vent en poupe et la psychanalyse en a une lecture assez différente de ce qui est prôné dans le discours contemporain. En effet, la liberté n'est pas sans révéler quelque ambiguïté par sa forte accointance avec le surmoi, ce que semble oublier le discours contemporain qui vend une illusion de liberté. Il mise sur la prolification d'objets auxquels le sujet s'aliène en lieu et place d'un accrochage au signifiant qui est précisément la condition d'une possible liberté. La clinique des addictions telle que l'aborde Pierre Sidon et Sonia Kiriakou est à ce sujet paradigmatique. On connaît le débat vif entre Henri Hay et Lacan autour de la liberté. Loin de considérer la folie comme une insulte à la liberté, Lacan en fait sa plus fidèle compagne, une limite à la liberté toute qui mènerait à l'errance. Ce numéro de Quarto a été l'occasion de se demander si le discours actuel autour de la liberté n'était pas en fait une invitation à rejoindre cette part de folie, en court-circuitant tout signal d'angoisse. La mince frontière entre liberté et folie a été l'occasion de mettre le prochain congrès de l'Association mondiale de psychanalyse à l'honneur. En effet, dans son texte d'orientation pour le prochain congrès, Tout le monde est fou, Jacques-Alain Miller souligne un des paradoxes de cet aphorisme de Lacan. S'il peut être lu dans le sens de la dépathologisation revendiquée par les discours contemporains, il semble, dit-il, valider la fin de la clinique, mais dans des termes qui appartiennent à la clinique. Ce n'est pas une supposée normalité qui est étendue à l'ensemble des êtres parlants, mais la folie qui en est ainsi généralisée. Comme le reprend Caroline Doucet dans ce numéro, ce qui sépare le fou et le non-fou, c'est, dit-elle, le tranchant infime de la liberté, que lui confère de n'avoir pas consenti à la castration et de ne pas s'aliéner à l'autre où serait logé l'objet manquant. La folie, comme toutes les autres structures, s'entend comme la conséquence d'une position subjective. Une partie de ce numéro est intitulée « N'est pas fou qui veut » et explore différentes façons d'être interpellé par cette généralisation de la folie. Vers quelle aspiration au réveil cette assertion de délire ou de rêve nous entraîne? Les preuves de réalité freudienne ou le réveil lacanien peuvent-ils parer à cette folie généralisée? Dans le fil du texte d'orientation de Jacques-Alain Miller, Jérôme Lecaux analyse en détail la Realitätsprüfung freudienne, l'épreuve de réalité donc, tandis que Gilles Carroz interroge l'éventualité d'un réveil par le discours analytique en tant qu'il s'oriente vers le réel. Deux autres textes explorent ce que notre fréquentation de la clinique et de la folie nous enseigne. Tout en s'orientant de la folie comme dimension inhérente à la condition humaine, ces deux textes s'opposent à la négation de la clinique. Alfredo Zenoni analyse les conséquences pour le sentiment de la vie de l'élision de la connexion phallique du signifiant et du vivant, et la généralisation de ce qui peut venir y suppléer, suivant ainsi Lacan et l'invention du symptôme, dès lors que la formule qui inscrirait le rapport sexuel manque dans l'inconscient. Philippe Degeorges suit les pas de Lacan dans une conférence intitulée « Joyce, portrait de l'artiste en psychose » pour nous introduire à ce nouveau référentiel topologique, conséquence d'une pulvérisation des systèmes classificatoires et promotion d'une clinique du cas pris dans sa différence absolue. Ce numéro a aussi été l'occasion d'une rencontre avec Shala Shafik, sociologue et écrivaine iranienne. Elle témoigne de la façon dont la langue a constitué pour elle un interstice vers la liberté, et tout particulièrement la poésie. C'est précisément ce qu'explore la rubrique sur l'interprétation en psychanalyse lacanienne. En dépliant la distinction entre l'interprétation du début de l'analyse et l'interprétation qui suit la traversée du fantasme, Clotilde Leguil nous invite à nous glisser subtilement derrière le voile transférentiel. Si l'interprétation en début d'analyse vise une assomption d'un signifiant, en fin d'analyse, cette interprétation a pour fonction de viser un en-deçà du symbolique, un soubassement corporel. Son texte laisse apercevoir que se faire responsable de sa jouissance permet un accès à la liberté. Les analystes de l'école, grâce à leur élaboration, nous enseignent sur cette trajectoire, la passe étant conçue comme la traversée libératoire du fantasme supposé rendre sa liberté au sujet de la parole, qui se trouvait captif de l'inertie de la jouissance imaginaire,
comme l'indique Jacques-Alain Miller dans son cours du 6 avril 2011. Pour clôturer, nous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau numéro de Quarto et un bon vent à la nouvelle équipe de Quarto qui sera emmenée par mon collègue Philippe Elbois.